Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Les climatologues sont incapables d'expliquer les causes de ces intempéries, ni leur soudaineté. Suite à des inondations catastrophiques et à des chutes brutales de température. Le Mexique a fermé sa frontière. Il y a trop de réfugiés américains. Avons-nous bien appréhendé les conséquences sur les flux migratoires de populations qui viendront là où elles peuvent se nourrir? Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Une telle expansion illimitée ne peut pas se poursuivre. Ceux qui vous disent le contraire sont des inconscients ou des menteurs. Des inondations dévastatrices comme ici aux Philippines, la fonte précipitée de la banquise, des incendies de plus en plus dévastateurs. Pas un seul d'entre nous ne s'en sortira s'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité historique de Copenhague. Faute d'efforts drastiques avant 2020 pour limiter les gaz à effet de serre, le niveau des océans pourrait grimper de près d'1 mètre avant la fin du siècle. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Avant la fin du siècle, 20 000 îles auront disparu. Aujourd'hui, 28% de la population manque d'eau. En 2080, c'est presque la moitié de l'humanité. Si nous n'agissons pas, la planète connaîtra avant la fin du siècle un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, voire à 4 degrés. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Nous ont rejoint sur ce plateau Jean Jouzel, vous êtes climatologue, glaciologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat qui vient de publier son 5e rapport qui pointe plus que jamais l'activité humaine comme responsable du réchauffement climatique. Vous seriez sûr maintenant à 95%. Effectivement, bonsoir. Christophe Bonneuil, vous êtes historien des sciences et vous venez de publier avec Jean-Baptiste Fressoz l'événement anthropocène. La Terre serait entrée dans une nouvelle ère, l'anthropocène, il y a 2 siècles, avec la révolution industrielle, qu'on appelle aussi la révolution thermo-industrielle. En fait, l'homme aurait provoqué une révolution géologique à lui tout seul. On en verrait aujourd'hui les conséquences. Alors pourquoi est-ce qu'on a baptisé ça l'anthropocène? Au fond, l'anthropocène, c'est la version intellectuelle du rapport du GIEC. Oui, c'est un élargissement des conclusions du GIEC qui ne porte que sur l'influence de l'homme sur le changement climatique, avec l'idée de l'anthropocène qui a été proposée par un certain nombre de chercheurs des sciences du système Terre, dont le prix Nobel Paul Crutzen qui a travaillé sur la couche d'ozone. On élargit cette idée que l'homme a littéralement pris une emprise sur l'ensemble de la planète au point qu'il fait dérailler sa trajectoire géologique. Et donc on est en train de changer d'époque géologique, de sortir de l'Holocène, qui était les 11 500 dernières années, période relativement stable. Si on regarde les températures dans l'hémisphère nord des 11 000 dernières années, c'est très stable par rapport aux 200 000 années précédentes. Et on est en train de sortir de cette zone de stabilité vers un état de la planète qu'on ne connaît pas et qui n'est plus celui de l'Holocène qui a connu l'éclosion des civilisations. Et donc cette sortie d'un certain état de la planète, on l'observe dans le domaine du climat, on l'observe dans le domaine de la biodiversité, avec une érosion des espèces qui va 100 à 1000 fois plus vite que la moyenne géologique. La dernière fois qu'on a connu ça, c'était il y a 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures. On l'observe dans toute une série d'autres domaines, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, les barrages. Il y a 15% des cycles hydrologiques qui sont agis par l'homme. Il y a 90% de la photosynthèse qui se réalise dans des écosystèmes qui sont contrôlés par les humains. Donc on a une empreinte humaine sur la planète qui est énorme. Alors on pourrait dire super, on est très puissant. En même temps, cette puissance c'est aussi une impuissante puissance puisqu'on a du mal à maîtriser les effets de notre propre puissance.
Alors Jean Jouzel, tous les discours qu'on vient d'entendre, que certains qualifient de catastrophistes, en fait, sont influencés par les rapports du GIEC, les rapports successifs. Vous avez été parmi les premiers à alarmer sur le réchauffement climatique. Visiblement, ça s'aggrave et pourtant, on a l'impression, dans vos conclusions même, il est dit que la température se serait stabilisée en dépit du fait qu'il y a une augmentation des émissions de gaz carbonique. Oui, alors tout d'abord, c'est un rapport collectif, je crois que c'est important. C'est un rapport collectif qui repose sur plus de 250 scientifiques, 1000 auteurs, 1000 contributeurs. Donc ce caractère collectif, je crois, en fait la valeur. Il y a aussi une continuité, c'est-à-dire que le rapport du GIEC, c'est depuis 25 ans. Il y a aussi un processus d'adoption par les gouvernements qui est pour moi très important. Et c'est aussi ça le rapport du GIEC, cette expertise collective. Et je crois que le 5e rapport du GIEC est vraiment dans la continuité des précédents, à savoir, le message est relativement simple, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on risque effectivement d'aller vers des réchauffements climatiques importants. Et c'est bien, disons, les chiffres qui ont été cités là de 3-4 degrés, c'est bien ce vers quoi on va si rien n'est fait. Alors effectivement, depuis une quinzaine d'années, disons, le réchauffement s'est ralenti, il est 3 fois moins rapide qu'il ne l'était sur les 30 années précédentes. On a de bonnes explications, à la fois à cause de la variabilité naturelle, au fait aussi que dans ce qu'on appelle les forçages, ce sont, disons, les forçages naturels. Par exemple, l'activité solaire a légèrement diminué, il y a plus d'aérosols, donc on a des explications. Et surtout, on constate que cette chaleur qu'on n'a pas dans l'atmosphère, eh bien, s'enfonce dans l'océan. Donc globalement, l'énergie vraiment pour chauffer notre planète augmente régulièrement et de façon même de plus en plus rapidement. Et c'est ça notre problème. Plus on chauffe cette planète, eh bien, plus sa température augmente. François Gervais, vous été le rapporteur critique du GIEC. Vous n'êtes pas d'accord. Vous vous dites que le gaz carbonique, le CO2, n'est pas responsable du réchauffement climatique. Il l'est partiellement, non, il est indéniable. Il est de façon minime, d'après vous. Soyons précis, il est indéniable que les gaz à effet de serre réchauffent à l'heure actuelle la planète d'une trentaine de degrés. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec Jean Jouzel, mais c'est surtout la vapeur d'eau. Une trentaine de degrés. Ça, on est d'accord. La vapeur d'eau, ça, on est d'accord. Bon. Donc, la question est-ce que l'accroissement du CO2, on va prendre cet exemple-là, puisque c'est celui que le GIEC considère comme le plus important. Est-ce que cet accroissement, on rappelait tout à l'heure qu'il est bénéfique pour la végétation, les plantes, les récoltes, mais est-ce qu'il peut provoquer un réchauffement qui deviendrait catastrophique? Il suffit de regarder. Moi, je le pense vraiment. Vraiment, je veux dire, le mot catastrophique, je ne l'emploie jamais, mais je crois que c'est une erreur de toujours montrer simplement ce gaz carbonique supplémentaire. C'est vrai que c'est la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre, mais ce qui augmente, ce qui change le bilan énergétique actuellement, c'est l'augmentation du gaz carbonique pour les 3/4 et, disons, 70%, c'est lié à notre utilisation de combustibles fossiles. C'est très important d'admettre cela quand même, et quand je vois que vous n'admettez pas que l'augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère, du gaz carbonique est liée aux activités humaines, effectivement, je crois que vous êtes dans l'erreur. François Gervais. Alors, lié aux activités humaines, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit, parce que quand on parle d'anthropocène, il faut constater d'abord que l'humanité a été multipliée par 10, puis par 10, on est arrivé à 7 milliards, donc il y a déjà un facteur d'échelle qui est considérable, et il faudrait faire la part, dans ce que vous dites, de ce qui relève de cette augmentation considérable, et de ce qui relève effectivement de l'activité de chacun sur la planète. Cette part, on l'a fait. 10 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2 chaque année, c'est très clair. 5 milliards restent dans l'atmosphère, 5 milliards vont dans la biosphère, effectivement, ça lui fait du bien. Et la moitié égale l'autre moitié dans l'océan. Et là, ça ne lui fait pas de bien parce que c'est l'acidification de l'océan. Je crois que c'est très important d'avoir cette... Vous terminez, François Gervais. Et attendez, il faut aussi savoir qu'un Américain moyen émet 32 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'un Éthiopien moyen. Donc la démographie, elle peut avoir bon dos dans certains cas. Il faut aussi revisiter nos modèles de développement. Mais paradoxalement, Manhattan, il en émet 4 fois moins que l'Américain moyen. À Manhattan. Donc François Gervais, terminé pour qu'on comprenne. Quand on observe les faits, aujourd'hui, j'ai été regarder ce matin, la superficie de banquise antarctique présente un excédent d'1 million de kilomètres carrés par rapport à la moyenne depuis 35 ans qu'on fait les mesures. Donc elles ne font pas la banquise? Ah non, elle augmente. Elle augmente. À côté de ça, il y a un déficit de banquise arctique qui est à peu près du même ordre.
quand on fait le bilan sur l'année 2013, l'excédent, en moyenne, est positif. Après 65 ans d'émissions de CO2, on est dans une situation, il suffit d'aller voir les images satellites, on est dans une situation où on a un léger excédent. Il y a eu effectivement un premier réchauffement qui s'est produit entre 1910 et 1940, qui est passé par un maximum. Ça se voit très bien d'ailleurs sur la hausse du niveau des océans. On a un maximum, la plus forte hausse du niveau des océans, c'est dans le rapport du GIEC, figure 3.14. On est passé par un maximum en 1945. Après, c'est redescendu. C'est là que les premiers modèles de climat ont commencé à être élaborés. J'ai eu un témoignage d'un jeune programmeur à l'époque, au début des années 60, qui a dit, voilà, j'étais programmeur des premiers modèles de climat. C'était au NCAR. Il voulait programmer pour expliquer le refroidissement climatique à ce moment-là, parce qu'après la hausse de 1945, ça s'est mis à redescendre. Et puis après, ça s'est mis à remonter. Alors la première fois qu'on s'est monté de 0,6 degrés, on a dit, bah oui, c'est naturel. Et puis la deuxième fois qu'on s'est monté exactement de la même quantité de 0,6 degrés, on a dit, c'est le CO2. Parce qu'effectivement, à partir de 1950, il y a eu une augmentation du taux de CO2. Et après, depuis 15 ans, il ne se passe plus rien. Non seulement il ne se passe plus rien depuis 15 ans dans la basse stratosphère, hein, au niveau de la chaleur contenue dans les océans, on a déployé les balises Argo qui sont très précises, vous en conviendrez. Depuis 10 ans, les balises Argo ne montrent pas, contrairement à ce que prévoient les modèles, d'augmentation de la chaleur contenue dans les océans. Ça ne bouge pas. Bon, j'ai quand même réparé quelques erreurs. Si on regarde la banquise dont vous parlez, si vous regardez sur 65 ans, la banquise de l'hémisphère nord a diminué de 5 millions de kilomètres carrés. Elle était 10 millions. Non, arrêtez un petit peu. Elle était 10 millions de kilomètres carrés il y a 65 ans. Elle est maintenant de 5 millions, entre 4 et 5 millions. Effectivement. Ah, cette année. Si. Ah, mais si, justement. C'est remonté de 60%. Si, attendez un petit peu. Non, non. Attendez, c'était en dessous de 4 millions l'an dernier, c'est autour de 5 millions cette année. C'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas. Elle diminue régulièrement. Cette banquise, elle a pratiquement été divisée par un facteur 2 depuis 65 ans. Effectivement, l'Antarctique a probablement augmenté d'1 million de kilomètres carrés. Donc ensuite, le réchauffement dont on parle bien, qui est lié aux activités humaines, effectivement, c'est le réchauffement des 60 dernières années qui est très marqué et qui est de 0,6 à 0,7 degrés et dont on a effectivement... On a une augmentation de l'effet de serre extrêmement importante, extrêmement rapide. Un réchauffement, quand on parle de réchauffement, ce n'est pas simplement le réchauffement de la température, de 6 dixièmes de degré, 6-7 dixièmes de degré sur cette période, mais c'est aussi l'élévation du niveau de la mer de 3 mm par an, qui est... Non, absolument pas. Je ne pense pas que vous regardez les bonnes courbes. C'est la courbe du GIEC. Regardez, on peut être d'accord sur cette courbe. Non, mais la courbe d'élévation du niveau de la mer dans le rapport du GIEC, dans le résumé pour décideurs, grimpe régulièrement. Je parle de la hausse annuelle. Non, la hausse annuelle présente un cycle on ne parle pas de hausse annuelle. C'est dans le rapport. Mais ce qui est important, c'est la hausse sur 30-40 ans. On est sur un rythme de 3 mm par an. La hausse annuelle est de 3 mm par an, liée à la fonte des glaciers, liée à la dilatation de l'océan. Et tout ça, ce sont des indications très fortes du réchauffement climatique. Il faut bien avoir ça en tête. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est vraiment l'ensemble du système climatique qu'il faut regarder et non pas simplement, disons, la banquise, d'ailleurs, qui est un bon exemple de réchauffement dans ce cas-là. Drieux Godfridi et Sylvie Brunel. Je trouve ce bref échange assez intéressant puisque généralement dans les médias francophones et non pas seulement français, le GIEC et ses représentants disposent d'une forme de monopole de la parole. Donc je trouve bien qu'il puisse y avoir... Il faut savoir, Monsieur Jouzel, maintenant c'est à moi. Il faut savoir qu'il y a dans le monde des milliers de scientifiques qui pensent comme Monsieur Gervais et qui ne partagent pas l'opinion de Monsieur Jouzel, auquel je voudrais d'ailleurs me permettre de poser simplement une question. Qui, au sein de l'organisation que représente ici Monsieur Jouzel, possède le pouvoir de dernier mot? Qui, Monsieur Jouzel? Sont-ce les scientifiques ou sont-ce les gouvernements? Article 11 des principes du GIEC, ce sont les gouvernements. Écoutez, je suis juriste, vous ne pouvez pas m'interrompre comme Monsieur Gervais. C'est l'article 11 des statuts du GIEC. Ce sont les gouvernements. On peut le vérifier, monsieur. Est-ce que vous étiez à Stockholm? Il ne faut pas aller à Stockholm pour le savoir, c'est sur Internet. Justement, le dernier mot reste aux scientifiques. Non, il reste au gouvernement. L'article 11 des statuts du GIEC. Non. Vous représentez un lobby, monsieur Jouzel. Non, on ne représente pas. Vous représentez un lobby, monsieur Non, Jouzel. monsieur. Bien sûr que si. Le dernier mot reste à la communauté scientifique. Ce n'est pas exact. Je vais vous en donner un exemple, si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Donc, on est arrivé à Stockholm avec un rapport
disons, une proposition de rapport. Et le seul changement qui a été fait par les gouvernements, le seul changement de fond, c'est qu'effectivement, nous disions que pour avoir de bonnes chances de ne pas dépasser 2 degrés, il ne fallait pas émettre plus de 800 milliards de tonnes de carbone. Et on nous a dit, mais si vous dites ça simplement un seul exemple, on dira que ce n'est pas suffisant, et c'était pour avoir de bonnes chances. On nous a dit, mettez une chance sur 2 et une chance sur 3. Ce qu'on a mis, ce qu'on a mis à travers les chiffres qui sont fournis par le rapport lui-même. Donc le rapport reste bien la propriété des scientifiques. C'est ça qui est très important. Sylvie Brunel. Ben non, mais bon, moi je l'ai vécu. Sylvie Brunel. Moi, je suis jamais lu. Et je peux vous demander, si vous voulez, de comparer. Mais je le ne rapport. conteste pas votre qualité de scientifique. Non, je peux vous demander. Maintenant, c'est à moi. Sylvie Brunel. Moi, je crois qu'au-delà des controverses, il y a une réalité. C'est qu'il y a de plus en plus de monde sur les côtes, dans les villes, et donc dans des situations exposées. Et face à cela, on ne peut pas continuer juste à se poser des questions sur la véracité scientifique. C'est-à-dire que l'urgence d'agir, qu'il y ait un refroidissement, un réchauffement, il y a de toute façon une multiplication des catastrophes, qu'il y ait à ces hommes de plus en plus nombreux dans des situations de plus en plus vulnérables. Et donc il faut de toute façon agir. Et il faut agir de 2 façons. Il faut agir avec ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire les technologies propres, c'est-à-dire ce dont parle Madame, c'est dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le transport, dans les villes, c'est-à-dire dans tous les domaines réfléchir à pouvoir garder le même niveau de qualité de vie, de confort de vie. Je ne dis pas de bien de consommation, je dis de bien-être en utilisant moins de matières premières, en détruisant moins de tout un ensemble de matériaux. Et le deuxième volet vers lequel il faut agir, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire agir sur les conséquences du changement climatique. C'est-à-dire travailler pour que les territoires puissent faire face quand la situation change. Et ça veut dire à l'échelle locale, avoir des aménageurs, avoir des géographes. La géographie, c'est la science des possibilités. Donc il y a un formidable défi pour l'intelligence humaine et toutes les contributions, c'est-à-dire la réflexion de M. Ariès, la réflexion de Mme Torrente, la réflexion de M. Amezen, elles sont toutes nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut se mettre ensemble pour trouver des solutions intelligentes aux défis qui nous est posé par la mutation très rapide du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est pas la peine de faire de la dramaturgie. C'est juste nécessaire de se retrousser les manches. Le développement durable, c'est le progrès durable au service de tous. François Gervais, vous êtes d'accord avec ce que dit Sylvie Brunel? Tout à fait. Et puis, je pense que je serai aussi d'accord avec Jean, qu'on sera d'accord sur le fait qu'il y a des choses à faire, comme par exemple, c'est dans le paquet climat européen, qui est en vigueur à l'heure actuelle, développer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, avec une quantité d'énergie donnée, avoir plus d'effets sans que ça coûte plus cher. Attention, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon. L'efficacité énergétique, très intéressant. Développer évidemment des énergies alternatives. On est bien d'accord. Tant qu'à faire, autant qu'elles soient renouvelables. Mais attention, parce qu'en matière d'énergie renouvelable, il faut distinguer entre les intermittentes et celles qui délivrent une énergie de façon continue. Ce n'est pas du tout le même problème. Avec les renouvelables, celles qui dépendent du soleil, celles qui dépendent du vent, on peut avoir des gros problèmes au moment où on en a le plus besoin. Alors, si c'est une proportion qui reste raisonnable, comme c'est le cas à l'heure actuelle, on arrive très bien à s'organiser, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on ne sait pas stocker à grande échelle, ce qui va devenir de plus en plus important, avec, de toute façon, on en est tous conscients, il y aura un épuisement progressif des ressources fossiles. C'est une évidence. Hein, bon, quand? On ne sait jamais, parce que chaque fois qu'on fait une prévision, ça change. Mais de toute façon, il y aura. Donc, de toute façon, économiser les ressources fossiles de la planète, c'est le bon sens. Faut en laisser à nos petits-enfants, on ne va pas leur laisser que des dettes quand même. Alors, 1 minute chacun, parce qu'on arrive au terme de cette émission et on va passer maintenant à la fabrique de l'histoire de France. C'est un autre sujet. George Bush disait que notre mode de vie n'était pas négociable. On sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, une majorité de Nord-Américains disent ne plus croire au réchauffement climatique. Et je dirais que le négationnisme du réchauffement progresse aussi chez nous. Moi, j'aimerais bien poser une question sur l'Anthropocène. Parce que finalement, on peut avoir 2 lectures de l'Anthropocène. Soit on peut considérer que le fait que l'humanité soit devenue une force géologique, on joue aux apprentis sorciers. Et attention, danger. Soit on peut, comme l'inventeur d'ailleurs du mot Anthropocène, Paul Crutzen, dire il faut développer l'adaptation et les techniques de manipulation du climat. Crutzen propose par exemple de répandre dans l'atmosphère 1 million de tonnes de soufre. Et on a il faut le dire, c'est un géochimiste. Hein, voilà, prix Nobel de chimie, 2002. Et on a des centaines de projets de ce type. Donc je crois que le grand enjeu, et c'est un peu ce qui nous divise autour de cette table, c'est faut-il effectivement
adapter la planète et demain l'humanité avec le transhumanisme aux besoins du productivisme, aux besoins du toujours plus, ou faut-il, au contraire, essayer de prendre des chemins de traverse? Donc, moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis. Ce sera 5 minutes, Christophe Bonneuil. Justement, ce qui me frappe dans le débat entre les climato-sceptiques et les climatologues sérieux du GIEC, c'est ce décalage des temporalités. Monsieur parle d'une légère augmentation en 2013 par rapport à 2012. Non, avec l'Anthropocène, on est à des temps géologiques. La tonne de carbone qui est émise aujourd'hui, dans 1000 ans, il en reste 20% dans l'atmosphère. Et donc on est dans une situation où le temps humain et le temps géologique se sont rencontrés. Le temps géologique fait irruption dans nos vies, dans nos corps, sous la forme de molécules chimiques, dans l'espace politique, et inversement, l'agir humain change le devenir géologique de la planète. Et donc on ne peut pas simplement annuler des écotaxes parce que c'est impopulaire à court terme dans des perspectives électorales, ou contester des données climatiques sur la base de quelques années, alors qu'il faut raisonner à des échelles de temps beaucoup plus longues. Du coup, ce qui me fait répondre à la question de Paul Ariès, à propos de l'Anthropocène, je dirais que les climato-sceptiques français sont en retard d'une bataille. Les climato-sceptiques américains, qui étaient autrefois extrêmement virulents et niaient l'existence du changement climatique et son origine humaine, ont déjà changé de position. Shell, BP, tous les think tanks néolibéraux qui sont les cousins des think tanks dans lesquels vous travaillez, qui autrefois niaient le changement climatique, disent aujourd'hui, oui, le changement climatique existe, il faut faire de la géo-ingénierie dans cette manipulation technique du climat en envoyant du soufre, des miroirs par des satellites. Et donc les mêmes personnes qui niaient le changement, aujourd'hui développent des technologies brevetées pour avoir des solutions technologiques qui nous permettent de ne pas changer de modèle de développement, de continuer comme avant. Et donc, il me semble que vous êtes en retard d'une bataille. Certainement. Une minute pour conclure. Très court, mais peut-être un élément quand même d'optimisme pour mettre en contraste avec votre discours, c'est que nous sommes maintenant 7 milliards. Et finalement, la proportion d'êtres humains qui souffrent de faim n'a jamais été aussi faible. Et donc, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments d'optimisme dans cette situation. L'homme, finalement, est une créature fabuleuse qui est parvenue à se multiplier à ce point tout en se rendant la planète. Donc il est effectivement marqué la planète, c'est incontestable. Toute la question est de savoir s'il l'a marquée d'une manière qui la rendra inhabitable aux générations futures ou pas. Très sincèrement, je ne le crois pas un seul instant. Catherine? Oui, moi je voudrais dire que le débat est intéressant, mais je pense que finalement il est destructeur pour tous ceux qui veulent une meilleure planète. Alors bien sûr qu'il faut des débats, je dis ça, c'est un peu provoquant. Moi, ce dont je voudrais témoigner en conclusion, c'est que Jean et moi, on a travaillé ensemble au Conseil économique et social et environnemental. On a rédigé ensemble l'avis sur la transition énergétique et que tout le monde se retrouvait, quelles que soient les analyses de base et les postures de base, que ce soit les associations, les entreprises, les syndicalistes, etc., pour un certain nombre d'attentes qui ont été plutôt exprimées par Sylvie Brunel ou mon voisin. C'est-à-dire l'idée qu'il faut changer, que non, on ne court pas à une consommation effrénée des ressources pour un productivisme. Enfin bon, je n'ai pas tout votre vocabulaire en tête, mais non, ce n'est plus vrai, c'est dépassé, c'est fini, et le monde est en train de changer. Voilà ma conclusion. Isabelle Sorante. Oui, alors moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faudrait abandonner la dramaturgie, par exemple, ou même la littérature, ou même la poésie. Je regrette. Vous voulez dire le côté catastrophiste, c'est à ça que vous faisiez allusion. Non, parce que je pense que vous ne détenez pas le monopole de l'optimisme. Je suis aussi un peu gênée parce que l'idée que, je dirais, les sceptiques détiendraient l'optimisme et ceux qui sont un peu moins sceptiques seraient des grandes drama queen, je pense que c'est pas vrai. Je n'ai pas dit monsieur José était une drama queen. Non, vous l'avez sous-entendu. Et donc ce que je crois, c'est que derrière, il y a quelque chose qui va au-delà de la technique, qui est qu'on est vraiment entré, d'ailleurs, le débat très technique et très qui avait là, le dit bien, c'est qu'on est entré dans une période d'incertitude. Moi, étant de formation scientifique, j'y suis particulièrement sensible, et d'une incertitude très profonde, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on ne peut pas juste se retrousser les manches et dire il y a un problème à résoudre. Je crois qu'il y a un problème à contempler, et c'est une blessure narcissique, parce que vous croyez en la toute-puissance de l'homme, hein. C'est-à-dire, ouais, on a peut-être tout gâché, peut-être pas, mais on est tout-puissant, et finalement j'y crois. Mais non,
il y a une quatrième blessure narcissique et vous avez eu Copernic, vous avez eu Darwin, vous avez eu Freud. Et là, vous êtes en train, on est tous face à cette blessure de l'incertitude qu'il va falloir penser. Et on ne la pensera pas uniquement en étant dans des détails techniques. Il va falloir la penser en regardant qu'est-ce que c'est une personne, qu'est-ce que c'est un individu, qu'est-ce que c'est les liens les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je suis absolument persuadée que le débat qu'on a eu ce soir est bien plus profond en fait qu'un simple débat technique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Jean-Claude Amezen. Oui, je crois. Einstein disait qu'on ne résout pas les problèmes avec le même état d'esprit que celui qui les a causés. Donc je pense que si nous pensons que des problèmes nouveaux sont apparus et dont nous sommes pour une grande partie la cause, il faut en effet changer profondément. Je crois que c'est une question de culture, une question de société, indépendamment des mesures. La deuxième, la science et la technique sont extraordinaires. Mais le généticien John Alden parlait du mythe de Dédale, dont François Jacob avait dit que en Dédale se profilait la science sans conscience. Dédale, c'est celui qui crée des problèmes à cause de l'invention de techniques et qui croit les résoudre par d'autres inventions techniques qui causent de nouveaux désastres. Et donc je crois que la technique doit être mise au service de ce qui la dépasse. Ce que vous disiez, le souci de la personne, le souci de chacun, mais ne pas penser que la technique en elle-même est forcément porteuse de solutions. Et donc je crois qu'il faut repenser notre mode de vie par rapport à la planète. Au fond, si la planète est un bien commun, c'est un bien commun pour l'humanité, c'est pas pour que la planète soit belle, inhabitée. Et donc il faut repenser ça et penser la science et la technique dans ce cadre, mais ne pas penser qu'au fond la science finira et la technique finira par résoudre les problèmes que nous avons causés. Le dernier point, peut-être le GIEC, c'est quand même, c'est un effort scientifique collectif extrêmement rare. Il y en a dans le domaine de la santé, il n'y en a pas encore dans le domaine de la biodiversité. Qu'il y ait des débats scientifiques, il y en a toujours, c'est le moteur de la science. Mais ce qui est très étonnant, c'est les mises en cause individuelles d'un travail collectif. Et donc je pense que, et souvent, je dirais, et souvent de manière assez absurde. Moi je me rappelle, pendant des dizaines d'années, l'industrie du tabac, de manière ponctuelle, a remis en cause les travaux internationaux de milliers de scientifiques et de l'OMS. Donc je crois que, oui, les débats scientifiques sont riches, à condition que ce soit véritablement des débats scientifiques collectifs et pas, je dirais, des interrogations individuelles sur des Vous savez qu'Einstein notions... était tout seul, hein, à l'Office des brevets. On s'arrête là. On s'arrête là.